Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Perspective organisationnelle. Collection dirigée par Yvon Pesqueux et Gilles Thénault. Dernière parution. Sous la direction de Sony Perseille, Yvon Pesqueux, accent aigu Christophe Banaon, Kaoula Ben Mansour, Un nouveau regard sur la triche et le mensonge, 2017. Fernando Cuevas, De la haine à l'amour, les relations humaines dans la vie privée et professionnelle, 2017. Sous la direction de Sophie Agulon, Franck Garnieri, Sony Perseille et Yvon Pesqueux, La confiance en question, 2016. Sous la direction d'Olivier Crête et Anem Archaisroubelat, Analyse critique de l'expertise et des normes, théorie et pratique, 2015. Sous la direction de Walter Amedzro Saint-Hilaire, Perspective stratégique et gestion opérationnelle de l'économie bancaire, 2015. Sous la direction de Sony Perseille et Yvon Pesqueux, Faire l'économie de la dénonciation, 2015. Gilles Thénault, L'erreur humaine. Modèle et représentation, 2014. Société de philosophie des sciences de gestion, SPSG, Penser le management et les sciences de gestion avec Hannah Arendt, 2014. Marie-Caroline Moulin, La gestion des crises hors cadre, 2014. Société de philosophie des sciences de gestion, SPSG, Le prêt-à-penser en épistémologie des sciences de gestion, 2014. Sous la direction de Sony Perseille et Yvon Pesqueux, L'organisation de la transgression. Formaliser l'informel, 2014. Laurent Chiozotto, Dominique Fauconnier, Michel Raquin, Règles, métiers et processus, 3 explorations, 2013. Gilles Thénault et Nicolas Dufour, La gestion des risques, un objet frontière, 2013. Emmanuel Castille, Coord, Une autre image de l'organisation. Mise en perspective analytique, 2013. Isabelle Plondmorand, L'employabilité. Ambiguïté d'un concept, 2012. Lucille Martens, Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, face aux catastrophes naturelles, ce que le tsunami a changé, 2012. André Piech, De la pensée systémique à la pratique de l'organisation. Le gyroscope, 2011. Jean Bringer, Denis Merthe, Michel Raquin et Gilles Thénault, Le conseil en organisation. Évolution et perspective, 2011. In memoriam. Quand on rencontrait Bernard, c'est d'abord son humour, permanent, corrosif qui frappait. Il avait ainsi un don pour mettre à l'aise dès le premier contact avec son sourire et ses bons mots. Puis très vite, c'est la maîtrise de ses sujets et la profondeur de sa pensée qui marquaient ses interlocuteurs. Passionné, il savait partager avec tous et travailler avec lui était un vrai plaisir en raison de ses qualités intellectuelles mais aussi humaines, en particulier sa gentillesse. Grenoble École de Management. Un envoi, de la gestion de la barbarie à la barbarie de la gestion. Baptiste Rapin, maître de conférence, Université de Lorraine, IAE de Metz, membre fondateur de la SPSG. Le présent ouvrage reprend le meilleur des communications du 3e congrès, Philosophie S du Management, organisé par la Société de philosophie des sciences de gestion, SPSG, à l'Institut d'administration des entreprises IAE de Metz les 12 et 13 mai 2015. Le fil directeur de l'événement était « Management, civilisation et barbarie », 3 termes que le titre du présent recueil reprend à la lettre. Il va sans dire qu'une telle réflexion comporte une part de mode, ainsi que les dénonciations récurrentes des actes de barbarie par les hommes politiques, dont la sincérité n'a d'égal que l'indignation programmée, tendent à en témoigner. Les événements de janvier 2015, ô combien tragiques, illustrent bien cette propension à mettre en scène l'opposition frontale et absolue entre civilisation et barbarie, comme si les deux concepts étaient séparés par des frontières si imperméables qu'ils seraient voués à rester étrangers l'un à l'autre. Mais l'actualité du couple ne se restreint pas à la sphère médiatico-politique, si encline à user des mots comme des chaussettes, c'est-à-dire de façon interchangeable. Il gagne également le champ de la philosophie, indice de sa crédibilité et peut-être de sa légitimité pour penser le monde en général et l'époque contemporaine en particulier. Signalons, sans souci d'exhaustivité, et en nous limitant aux dernières années, Généalogie des barbares de Roger Paul Droit,
paru en 2007 chez Odile Jacob, La peur des barbares. Au-delà du choc des civilisations de Tsetan Todorov, sorti en 2008 au livre de poche, Les nouveaux barbares, terrorisme religieux, politique et culturel, dossier thématique du numéro 61 de la revue Cité, La défaite de la raison, sous-titré Essai sur la barbarie politico-morale contemporaine de Charles-Éric de Saint-Germain daté de 2015 et publié chez Salvatore. Ce premier tour d'horizon peut se conclure en constatant que le champ du management n'est pas étranger au concept de barbarie et de civilisation. On note ainsi les ouvrages de Jean-Pierre Le Goff, La barbarie douce. La modernisation aveugle des entreprises et de l'école, paru en 1999 à La Découverte, et de Camille Desmarais, pseudonyme de Rémi Jarda, Les lendemains qui mentent. Peut-on civiliser le management ? Sorti en 2001 chez Les Empêcheurs de penser en rond. S'il faut toutefois citer deux philosophes qui firent de la barbarie une pierre sinon centrale, du moins importante de leur bâtisse intellectuelle, alors les noms de Michel Henry et de Jean-François Mattei sortent du lot. C'est dans la lignée de sa phénoménologie de la vie et du corps que le premier situe la barbarie, en soulignant qu'elle est toujours seconde par rapport à la culture. Si cette dernière est une action que la vie exerce sur elle-même et par laquelle elle se transforme elle-même en tant qu'elle est elle-même ce qui transforme et ce qui est transformé, la première résulte de la négation de l'auto-affirmation initiale de la vie. D'où la critique de la science moderne et rationaliste en ce qu'elle ne ménage précisément aucun espace à l'affectivité, niant paradoxalement et maladivement le lieu originaire d'où elle sourd. Fortement influencé par la mythologie et la philosophie grecque, Mattei développe quant à lui une argumentation symétrique qui inverse les termes du rapport. Alors que le fond de l'univers et de la vie humaine est le désordre, ou la barbarie en ce qu'elle équivaut à l'inarticulation primitive des choses et du langage, la civilisation consiste précisément en cet effort permanent de mise en ordre du divers, à l'image des Olympiens qui ordonnent le monde en cosmos, ou des législateurs qui dotent la cité de ses lois. On saisit alors les deux directions de pensée du management qui, pleines de promesses et riches d'analyses peu conventionnelles, émanent de ces deux philosophes. D'un côté, le propos tenu pourrait s'atteler à montrer en quoi les dispositifs et les techniques de la gestion moderne, depuis Taylor jusqu'à aujourd'hui, déploie une rationalité qui verrouille le champ de l'affect et contrarie voire entrave l'expression de la vie. Mais où donc en effet se déploie la chair du salarié et du manager dans les organisations contemporaines ? De l'autre, l'argumentation mettrait en exergue une rationalité technique, celle du management, qui s'affranchissant des exigences universelles de vérité et de justice, ne façonne aucun monde habitable de façon durable et favorise l'expression des penchants les plus irrationnels, à l'image de la cupidité qui régit le comportement des acteurs sur les marchés financiers. Mattei distingue à juste titre, à la suite des Romains, les deux formes de barbarie que sont la ferita et la vanitas. La première renvoie à la férocité et à la destruction, à la guerre et à la torture, au sang versé et répandu. L'imagerie populaire se forge une telle idée des barbares qui, au IVe siècle, déferlèrent sur Rome et la mirent à sac, participant à son déclin puis à sa chute, ou encore des Vikings qui remontèrent la Seine au IXe siècle pour assiéger, piller et ravager Paris. On pense également, plus proche de nous, aux horreurs des totalitarismes que le XXe siècle endura. Ce sont donc des scènes de dévastation que l'on associe à la férocité barbare. Toutefois, sur son second versant, la barbarie ne s'offre plus comme inhumaine cruauté mais comme vanité et vide, comme relativisme mou et profond nihilisme. Plus difficilement décelable, car intérieure, la vanitas révèle une forme de stérilité qui empêche la culture de jouer son rôle de fertilisatrice de l'esprit humain. L'éducation, principal relais de la civilisation, se trouve bien sûr au centre de cette forme soft de barbarie quand elle n'assume plus son rôle de transmission d'un patrimoine et place l'élève au centre de la pédagogie au détriment du savoir. Une telle déclinaison de la barbarie, qui se scinde donc en ferita et vanitas, n'est pas sans intérêt pour l'étude du management. Elle permet en tout cas de mettre en évidence la gestion de la barbarie, à l'œuvre dans les extrémismes religieux et politiques, mais aussi la barbarie de la gestion, plus insidieuse car moins spectaculaire, mais régentant dans l'ombre la vie quotidienne de milliards de personnes. Gestion de la barbarie, tel est justement le titre d'un ouvrage d'Abou Bakr Nadji traduit en français en 2007. Le stratège islamiste, rattaché à l'organisation terroriste d'Al-Qaïda,
affirme que la gestion de la barbarie est la prochaine étape que l'Oumma devra franchir et qu'elle construira un pont vers l'État islamique attendu depuis la chute du califat. L'objectif est de créer le chaos. La gestion de la barbarie peut être définie succinctement comme la gestion du chaos barbare, pour ensuite prendre en main ces zones de barbaritude par le rétablissement de la charia. On ne peut que s'étonner de la proximité de cette méthode avec ce que Naomi Klein nomma la stratégie du choc, et plus récemment, Lucien Cerise gouverné par le chaos. Dans ces deux derniers cas, ce n'est pas le terrorisme mais bien le capitalisme et ses procédures d'ingénierie sociale qui sont au cœur des analyses. La barbarie n'est pas alors considérée, sur le plan moral, comme un mal contre lequel il faut lutter, ou sur le plan politique, contre un désordre qu'il s'agit d'aménager en vue du bien commun. Non, elle intègre désormais les plans stratégiques, constituant une étape parmi d'autres de la nouvelle gouvernementalité des êtres humains, appelée à être rationalisée et managée à l'instar des autres. À ce titre, les totalitarismes du XXe siècle font bien figure de pionniers de cette gestion de la barbarie. La première, Hannah Arendt, couvrant le procès Eichmann, mit le doigt sur la banalité du mal qui gagne la bureaucratie quand les procédures s'autonomisent et deviennent étrangères à quelque fin que ce soit. Le fonctionnaire, dont la capacité de jugement est altérée sinon évanouie, applique les règles sans en penser le sens, laissant endosser aux autres une responsabilité pourtant indissolublement liée à l'individu qui l'exerce. Contemporaine de celle de la philosophe germano-américaine, les analyses de Stanley Milgram confirment le processus de soumission à l'autorité à l'œuvre dans les univers bureaucratiques qui usent des symboles du pouvoir pour asseoir leur domination dans le morcellement des tâches. Plus proche de nous, le sociologue polonais Zygmunt Bauman retient que la leçon la plus bouleversante qui ressort de l'analyse du chemin tortueux vers Auschwitz, c'est que, finalement, le choix de l'extermination comme meilleur moyen de parvenir à l'Entfernung était le produit de procédures bureaucratiques ordinaires. Calcul du rapport moyen-fin, équilibre du budget, application de règles de valeur universelles. De ce point de vue, l'Holocauste ne fut pas le débordement d'une barbarie prémoderne, mais doit être considéré pour ce qu'il est, c'est-à-dire le résultat normal des tendances civilisatrices et leur potentiel constant. Les théoriciens de l'école de Francfort, au premier rang desquels Max Horkheimer et Theodor Adorno, avaient déjà mis en évidence ce pouvoir destructeur de la rationalité moderne. La théorie critique, en effet, met en évidence ce renversement historique mais non nécessaire des Lumières en leur contraire, la barbarie. Cette gestion de la barbarie, que l'on pourrait étendre aux situations de vie nue pour reprendre l'expression du philosophe italien Giorgio Agamben, telles que nous les rencontrons dans les aéroports, dans certaines prisons ou encore dans les camps de réfugiés et de migrants, suscite ainsi logiquement l'interrogation sur la barbarie de la gestion. Car il ne faut pas omettre que le management s'est historiquement légitimé comme facteur de civilisation. C'est le cas chez Taylor qui justifie le management par sa participation à la question de l'efficacité nationale, mais surtout de l'école des relations humaines qui promeut l'apprentissage des mécanismes techniques et sociaux en vue de la prise des décisions ultimes et de la confection d'une société adaptative. Ainsi que l'écrit Elton Mayo, opposant explicitement civilisation et barbarie, There was no expectation of a barbarian attack upon the foundations of civilization, et le management de devenir le garant de la civilisation industrielle et de promouvoir la forme démocratique dans les organisations, un projet que la psychologie sociale et l'école sociotechnique prolongeront au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Une telle foi en le pouvoir civilisateur du management, qui poursuit de nos jours son entreprise sous les appellations de responsabilité sociale, ou encore de management de la diversité, ne laisse pas de nous étonner, saurait-on aveuglément, car c'est bien rester aveugle que de croire pouvoir forger son jugement à l'aide de tableaux de bord et des indicateurs, confier au management la défense de la civilisation et même, plus essentiellement encore, assimiler les deux, comme si management et civilisation étaient deux termes synonymes et interchangeables. Si les études critiques, ou plutôt les critical studies pour pointer ici la veine anglo-saxonne qui caractérise ces approches, tendent à modérer l'enthousiasme des zélateurs du management, une autre approche, plus généalogique, peut s'avérer tout aussi fructueuse pour formuler une analyse authentiquement philosophique du management et appréhender son lien à la civilisation et à la barbarie.
On peut certes à très juste titre faire de la gestion l'héritière du projet scientifique moderne, mais ne descend-elle pas plus secrètement de la lointaine sophistique? C'est en tout cas la thèse argumentée qu'expose Romain Laufer. On pourrait alors imaginer modestement reprendre le dialogue là où Platon l'avait laissé, tentant de débusquer derrière les multiples visages du management la présence du bourbier barbare 14 dans lequel l'âme s'enfonce quand le logo ne s'articule plus au monde et que le langage, à la recherche de la seule performance, se pose en seule référence de sa performativité. L'ouvrage comporte 5 parties encadrées par les exposés de Thierry Berlanda et Emmanuel Gabellieri, qui prononcèrent les conférences plénières du Congrès. Malgré l'habituelle part d'arbitraire inhérente aux ouvrages collectifs, celui-ci propose un parcours qui débute par la discussion de la barbarie pour s'acheminer vers les réflexions sur la civilisation. Car il semblerait plus naturel, ainsi que le souligne Thierry Berlanda, de penser les liens de la rationalité gestionnaire avec la barbarie, plutôt que d'établir une réflexion qui ancre le management dans la civilisation. Le premier chapitre, le manager, un personnage barbare, d'une part interroge la pertinence du rapprochement du manager et du sophiste, et d'autre part examine les processus de soumission à l'autorité du manager. Ainsi ce dernier, quand il déploie une méthode sophistique ou quand il concourt à la banalité du mal, sinon se trouve à l'origine du moins participe à l'établissement d'une logique barbare. Le diagnostic se prolonge avec un regard plus spécifique, celui de la psychanalyse qui constitue le cœur du second chapitre, psychanalyse, barbarie et management. Nous quittons alors la personne du manager pour analyser le phénomène de la barbarie sous des prismes plus larges, celui de la technique, éclairé à partir de l'œuvre de Jacques Ellul, et celui du spectacle, envisagé à partir des thèses de Guy Debord. Ainsi le chapitre 3, Barbarie de la technique et du spectacle, rattache-t-il la critique particulière du management à celle plus générale de la société. On ne saurait en effet penser le management dans une bulle, sans prendre en compte son inscription dans un contexte historique, culturel, social, économique, technologique et politique. Le quatrième chapitre, intitulé Le formalisme managérial à l'épreuve de la civilisation, se penche sur la langue utilisée dans les organisations, qu'elle soit celle de l'univers numérique, qui se répand aujourd'hui comme une traînée de poudre, ou celle des chartes éthiques qui prescrivent sous un mode paradoxal des comportements dits citoyens. Si certaines études analysent le rôle et la place du langage dans les organisations, force est pourtant de constater la faible fréquence des réflexions sur la nature même de la langue managériale. Quel lien une langue réduite à la communication utilitaire peut-elle entretenir à la civilisation? Enfin, le dernier chapitre, Une possible civilisation du travail, met en exergue l'ambiguïté du management, ainsi de la comptabilité qui navigue entre reconnaissance et oppression, ou de l'économie psychique paradoxale qui met en place sous le règne de l'économie moderne. Si la barbarie n'est donc jamais définitive, peut-être nous reste-t-il à nous mettre en quête d'une civilisation du travail. 2. Introduction, le management, épreuve charnelle. Thierry Berlanda, philosophe et écrivain. Si vous aviez défini un champ de recherche à partir du seul diptyque civilisation et barbarie, ça aurait déjà été passionnant, mais ça nous aurait renvoyé à un domaine d'investigation philosophique, disons assez traditionnel, ce qui ne signifie pas d'ailleurs qu'il n'ait plus d'intérêt. Si vous étiez parti d'un autre diptyque possible, management et barbarie, vous auriez renvoyé alors à quelque chose comme l'ère du temps, ou à une réflexion commune, ou à une sorte de rumeur philosophique, si j'ose cet oxymore, consistant à penser que ce qu'on a coutume d'appeler le management, d'un point de vue d'ailleurs le plus souvent complètement extérieur à lui, d'une façon ou une autre, reviendrait bien peu ou prou à de la barbarie. La barbarie du borborigme, du bafouillage, dont parle Platon dans La République et que vous citez très à propos, cher Baptiste Rapin, dans votre appel à communiquer. En effet, le management se présente, ou est présenté, aussi bien d'ailleurs par ceux qui en parlent sans savoir, que par ceux qui en parlent en se croyant fondés à le faire, comme une sorte de nuage lexical assez mal fixé, équivoque en diable, diffusé dans une sorte de créole déconcertant de vague anglais. Et comme finalement personne n'y comprend rien, le soupçon grandit. Les managers, ou toute la faune managériale autoproclamée spécialiste de cette prétendue nouvelle reine des sciences positives de notre époque, seraient en réalité une secte procédant d'une idéologie assez caractérisée,
dont la finalité serait en gros l'assèchement des ressources naturelles et l'exploitation à outrance des ressources humaines. Cette secte, à qui revient d'ores et déjà le pouvoir réel dans et sur nos sociétés économiquement développées, à ce qu'on entend un peu partout, est par ailleurs réputée apatride, n'ayant d'intérêt qu'à son seul profit égoïste ou à celui des actionnaires dont elle serait un des principaux tentacules, et procédant pour affirmer et confirmer son pouvoir par la répétition de mots d'ordre, d'énoncés automatiques et d'arguments d'autorité. Vous avez travaillé vous-même, sans doute nombreux ici, dans le cadre de la Société de philosophie des sciences de gestion et celui de l'Institut supérieur de gestion de New York, sur Hannah Arendt il y a peu en octobre 2013. Je vous renvoie à cet égard, bien sûr, à ce que Arendt dit de cette langue machinale, cette langue stéréotypée, cette langue de slogan par opposition à ce qu'elle appelle la langue maternelle, et qui est ni plus ni moins, dit Arendt, notamment dans ses entretiens avec Günter Gauss, que la langue du totalitarisme. C'est-à-dire une langue de signes, et même une langue de signaux, qui détermine un milieu de très basse intensité intellectuelle, qui est en gros celui du premier genre de connaissance chez Spinoza, remarquerait Deleuze, c'est-à-dire ce que les barques peuvent savoir de l'océan en étant ballottées par lui. Une langue managériale ou anti-managériale, c'est ce que nous allons voir, machinale selon Arendt, une langue qui ne ménagerait aucun recul pour la délibération, une langue sans hésitation, serait aussi la langue que Spinoza appelle prophétique dans le chapitre 2 de son traité théologico-politique. Les prophètes n'étaient pas certains de la révélation divine, dit-il, par la révélation elle-même, mais par quelques signes comme on peut le voir dans la Genèse ch. 15 vers 8, où Abraham, après avoir entendu la promesse que Dieu lui faisait, lui demanda un signe. Cela est plus évident encore pour Gédéon. « Fais-moi, dit-il à Dieu, un signe, afin que je sache que c'est toi qui me parles. » Tout cela fait donc bien voir, conclut Spinoza dans ce chapitre 2 du traité, que les prophètes ont toujours eu quelques signes qui les rendaient certains des choses qu'ils imaginaient. On voit au passage l'effort et le pari véritablement révolutionnaire d'un Descartes lorsqu'il instaure le doute en tant que principe même de la connaissance. Il ne s'agit pas seulement de révoquer les prétendus savoirs scolastiques, mais bien de renverser une structure psycho-affective archaïque et néanmoins impérieuse quelle que soit l'époque, c'est-à-dire un désir primordial pour l'attestation, pour la certitude. Ce faisant, Descartes lui-même renforce ce trait de la passion de certitude, après l'avoir mise à l'épreuve car évidemment le doute est lui-même vecteur de certitude, laquelle certitude est bien entendu aussi la première vocation de Descartes. Nous avons maintenant un premier marqueur, entre ce que détermine la langue des signes des signaux, la langue machinale et prophétique, la langue des mages, la langue de l'exécution, et ce que détermine la langue du doute, de la délibération, en un mot de la raison. Et ce marqueur démarquerait quoi ? Peut-être bien justement la barbarie, de la civilisation, ce qui est somme toute classique. Ce propos rejoindrait un autre texte, écrit 20 ans plus tôt que le traité de Spinoza, par Pascal cette fois, et qui est son traité du vide, dans lequel il fait la critique suivante de l'autorité et de l'argument d'autorité. Il n'en est pas de même des sujets qui tombent sous le sens ou sous le raisonnement. L'autorité y est inutile, la raison seule a lieu d'en connaître. En un mot, la rumeur pseudo-philosophique qui accourt assez généralement à propos du management, ce serait finalement cela, de lointaines sources, mais de sources certaines, on vient de le voir. Le management serait, en tant que langue des signes, un instrument totalitaire, une langue seulement prescriptive, seulement prophétique, une langue de l'asservissement, et qui préparerait donc, voire précipiterait la barbarie. On ne tue pas les gens, pas encore dans des camps, mais on les tue à la tâche, et au passage on leur confisque quasiment dans l'œuf, parce que le management essaime hors de l'entreprise, dans les écoles, dans les familles, dans les institutions publiques, des biens aussi précieux que ce que Heidegger appelle la pensée méditante. Le management comme Gestell ou comme Machenschaft, c'est-à-dire l'impérieux, l'injonction, l'exécutoire sans recul, pour les enferrer dans une servitude, d'abord certes involontaire, mais une servitude si pernicieuse, si compensée par des futilités illusoires, que le plus grand risque est bien qu'elle devienne ou qu'elle soit devenue déjà, volontaire. Le cauchemar de la Boétie en quelque sorte, qui dans sa jeune et fulgurante inspiration avait envisagé le pire dès le début du XVI siècle dans son fameux discours. Entre civilisation et barbarie, nous savons qu'il s'agit d'une opposition logique, philosophique et historique. La civilisation serait la forme ou la formation, si l'on retient un sens actif que je préfère,
d'un certain rapport que j'appellerais consensus sémantique, éthique et esthétique. Par opposition, la barbarie serait le processus de délitement, de destruction ou d'empêchement de ce consensus. Deleuze encore nous aiderait à le penser grâce à Spinoza. Il nous dirait que la barbarie provoque la rupture d'un rapport vertueux dont chaque partie profitait, et que dès lors c'est ce rapport même, dit ici de civilisation, qui n'est plus effectué. En cela, la barbarie est le nom d'une perte de sens, de vertu, de vitalité, de joie, de toute communauté politique et même juridique possible. Entre management et barbarie, ce serait presque le contraire. Ce que j'ai prétendu ou feint de prétendre à l'instant, c'est donc plutôt que pour beaucoup de gens le management serait un peu le col blanc de la barbarie, et que sur le fond, et notamment le fond éthique, ces deux notions seraient quasiment assimilables. La difficulté au terme de ce préambule, et c'est une difficulté que je trouve extrêmement féconde, c'est que l'intitulé même de ce congrès tienne non pas en un ou deux diptyques, bien clairs et bien repérés, et qui nous aurait permis de faire de la philosophie quasi conventionnelle, mais que vous ayez choisi un triptyque, et un triptyque qui complique tout, parce que si je sais ce qu'est la civilisation par rapport à la barbarie, un rapport de contrariété absolue, et que si je sais ce Q' est lui aussi le management par rapport à la barbarie, un rapport supposé d'identité pour beaucoup de gens en tout cas, si ce n'est formel du moins réel, je ne sais pas du tout, je ne sais pas encore quel rapport philosophique établir ou découvrir entre management et civilisation. Or vous pourriez me dire que puisque le management est réputé avant-coureur ou avant-courrier de barbarie, et que la barbarie est le contraire de la civilisation, alors le management serait aussi, par transitivité, le contraire de la civilisation. Ce serait identiquement à la barbarie que le management s'opposerait à la civilisation. Il y jouerait le rôle d'une cinquième colonne, minant les dispositifs de sauvegarde civilisationnelle afin de précipiter l'effondrement, ou d'empêcher la formation ou la permanence du consensus sémantique, éthique et esthétique dont j'ai parlé. Mais nous, philosophes, nous ne pouvons pas nous en tenir à la réflexion commune, toujours suspecte de relever d'une certaine paresse intellectuelle, d'une certaine facilité dogmatique, d'un certain aplomb idéologique, qui pour tout dire ne sont pas autre chose eux-mêmes et eux aussi que des ferments de barbarie. Alors comment nous laisser inquiéter par cette idée du management ? Au point de prendre le risque, soit de valider la première impression qu'il laisse à juste raison ou pas, chez ceux qui subissent directement ou pas, ce qui passe pour être du management, soit d'en produire une définition différente, et pour tout dire une définition enfin, parce qu'à ce jour, il ne me semble pas que la définition du management soit encore établie en tant qu'elle serait la même pour tout le monde. Aidons-nous ici d'une réflexion célèbre d'Alain, qui se demande quel est le but ultime de Socrate. Que les mots aient toujours le même sens pour tout le monde. C'est en d'autres termes réaliser le contraire même de la barbarie, cette soupe lexicale et comportementale dans laquelle chacun gueule violemment son propre idiome. Et quelle est la civilisation déterminée comme l'espace dans lequel les mots ont toujours le même sens pour tout le monde? C'est exactement et à proprement parler la République. Notre mission républicaine, et aussi notre exigence philosophique, sera donc de tenter de produire une définition du management, la même pour tout le monde, en la situant à son point d'équilibre s'il en est, tel que déterminé par la gravité conceptuelle de notions par ailleurs, elles, déjà bien connues, la civilisation et la barbarie. On peut par exemple observer que le fait managérial appartient à une époque, la nôtre, et qu'il consiste dans un espace, dans une aire géographique, où les jeunes enfants sont accueillis en classe, où les plus ou moins jeunes adultes sont en droit admis à acquérir des savoirs techniques ou scientifiques, où globalement les gens âgés qui ne peuvent plus travailler ne sont pas abandonnés à leur sort, où les malades sont pris en charge, où les gens sans travail bénéficient d'une certaine solidarité, où la préoccupation environnementale, peut-être encore trop timidement, commence tout de même à prendre consistance et à exercer une certaine gravité sur la décision politique. Voyez la conférence Paris Climat 2015, etc. Bon an mal an, quels que soient les risques qui pèsent sur ce modèle solidaire et déterminé par des considérations d'intérêt général, on peut remarquer de bonne foi que ces fondamentaux font tout de même l'objet d'un consensus éthique, traduit en action politique constante, elle-même garantie par un appareil juridique globalement stable et même fléché positivement pour ce qui concerne l'environnement par exemple. Or il se trouve que c'est bien dans ce type de société,
dans ce bain-là de civilisation, que le management s'actualise. A contrario, dans des sociétés dans lesquelles ce type de rapport qu'on appelle une civilisation n'est pas effectué, les despotismes, le management n'a pas voix au chapitre, ou alors parlerait-on encore de management, s'agissant d'organisation du travail strictement verticale et n'ayant de sens que dans la simple exécution des consignes et des protocoles définis de manière strictement autoritaire, prophétique si l'on veut retenir le sens spinozien de ce terme? Voici donc une curiosité. Il se trouverait que le management complaisamment décrit comme le fer de lance, certes moucheté de la barbarie, n'aurait cours que dans des ères civilisées. Si l'on est de bonne foi, cette idée pose un problème. Vous me direz, normal, ailleurs il n'a pas d'utilité puisque la barbarie a déjà triomphé. Je pourrais peut-être accepter cette remarque. Le management opérerait insidieusement pour saper la civilisation et permettre que surgisse la horde barbare des profiteurs, des cupides, des vampires. Et donc, là où ils sont déjà à se repaître des dépouilles de leurs victimes, le management n'aurait plus de raison d'être. Le management, comme avant-garde ou étrave de la barbarie, et aussi comme son paravent, n'aurait de justification que précisément à l'intérieur des civilisations. Laissons ouverte cette hypothèse pour le moment, mais j'y reviendrai. Un autre élément de réflexion, ou d'inquiétude philosophique, ou d'inquiétement, est apporté entre autres par Yves Michaud, notamment dans son ouvrage Qu'est-ce que le management responsable?, dans lequel il est remarqué d'emblée que le management peut être responsable, précisément dans le sens que je dirais lévinassien de répondre de, c'est-à-dire qu'il s'inscrirait alors dans une structure de la prise en compte, de la prise en charge des apostrophes. Un bien commun, par exemple une entreprise, et que ceux qui sont en charge de sa gestion doivent en effet en répondre. Guylain Deslandes, qui est bien connu ici, approfondit ces points dans son essai paru en 2013, notamment dans le chapitre 2, intitulé Le gouvernement de soi constamment rapporté à Socrate, qui est un titre à la manière de Kierkegaard, bien dans sa plaisante façon, et dans lequel il souligne qu'un manager digne de ce nom, c'est-à-dire correspondant tout simplement à la définition du terme, est aussi et d'abord constitué en être moral, c'est-à-dire voyant juste, parlant vrai, c'est la paressia fouillée par Foucault dans son cours du Collège de France de 1982-83e, que rappelle Guylain Deslandes, et soucieux du bien commun au moins autant que du sien propre. On voit que cette idée du management, toute moderne qu'en soit la notion, est repérable dans une généalogie qui, elle, remonte loin. Le management, c'est-à-dire étymologiquement l'art de ménager, de bien gérer, de bien agencer, de bien conduire, on en trouve trace dès l'Antique chez Xénophon par exemple. Mais encore, comme le rappelle Thierry Ménissier dans sa leçon de l'année dernière du séminaire Variations philosophiques sur le management, le séminaire dirigé par Guylain Deslandes au Collège international de philosophie, ce que Machiavel met en pratique alors qu'il est régisseur de domaines princiers, n'est rien d'autre non plus que la perpétuation d'une tradition classique du management, du ménager, du menagere en italien, issu de manus en latin c'est-à-dire maintenir en ordre la maison, ce qui suppose un bon agencement des parties de cet ensemble qu'on appelle une maison ou un domaine, et un bon agencement sans cesse réajusté en fonction des circonstances. Optimisé, dirait-on aujourd'hui. D'ailleurs Ménissier rappelle que le domaine, en italien de l'époque il stato, le domaine et non l'État, est le cercle économique rapproché, la maison, la maisonnée, les gens et les choses, et les usages où gens et choses consistent conjointement, en un sens heideggerien que souligne Jean-Philippe Millet, dont la prospérité et la postérité sont le but commun et éminemment celui du manager, dont c'est d'ailleurs le seul but. Ce qui est donc curieux, c'est que vous avez d'un côté un management honni, qui est présenté comme le faux-né de l'exploitation capitaliste à outrance, qui prendrait des guises civilisées tout en poursuivant hypocritement le même dessein d'assèchement total, de consommation sans vergogne, de consommation sans lendemain, passant par la mise au pas des travailleurs asservis à des objectifs néfastes pour eux-mêmes et pour l'humanité entière, humanité comprise d'ailleurs en genre et en nombre, le management comme masque de la barbarie donc, et d'un autre côté, nous aurions un management qui, on l'a vu grâce aux quelques repères que j'ai précisés dans la tradition philosophique elle-même, et il y aurait bien d'autres, apparaît plutôt comme un fleuron de la civilisation. Donc nous sommes bien là, aux prises avec une notion du management dont la définition n'est pas du tout achevée, dont l'unité eidétique n'est pas du tout réalisée. À vrai dire, aujourd'hui, si l'on veut être tout à fait honnête à la question « Qu'est-ce que le management ?»,
on est bien obligé de répondre quelque chose comme « le management est d'abord une contradiction ». Et c'est une contradiction parce qu'on voit bien qu'il est à peu près ce que chacun veut y mettre, et qui, pour reprendre mon liminaire, appartient tantôt à la constellation sémantique, éthique et esthétique de la civilisation, et tantôt à la nuée des caractéristiques fâcheuses de la barbarie. Rien, aucune notion n'est en réalité plus équivoque et plus contradictoire que le management. Est-ce qu'on peut dépasser cette contradiction, et si oui, comment ? Je voudrais évacuer assez vite une trivialité qui consisterait à penser que le management a ou aurait bien commencé. On se rappelle Socrate, Xénophon, éventuellement Machiavel, et puis qu'il a ou aurait irrémédiablement mal tourné depuis en gros l'essor du capitalisme, renforcé plus récemment par le dévergondage de ce qu'on a désormais coutume d'appeler l'ultralibéralisme, lequel aboutit à un type de rapport destructeur de tout autre rapport, pour reprendre une dernière fois Deleuze, lecteur de Spinoza, qui est s'apostrophe. Assimile un peu à ce que Rousseau écrit dans le Contrat social. Je fais avec toi une convention tout à ta charge et tout à mon profit, que j'observerai tant qu'il me plaira et que tu observeras tant qu'il me plaira. Ainsi, y aurait-il eu un bon management jadis dans les temps glorieux et un mauvais depuis ? Si oui, de quand date le tournant ? On pourrait risquer une explication engelsienne, je n'ose pas dire marxiste parce que Marx n'est jamais si sommaire, qui consisterait à dire dans le droit fil d'une anthropologie un peu surannée que le tournant date de l'industrialisation. Qu'avant cela, nous avions un mode d'organisation civilisé, et que depuis, l'industrialisation ayant produit des prolétaires et concomitamment, des plutocrates surenrichis par le travail prolétarien, nous aurions un management barbare ou annonciateur ou fauteur de barbarie, qui n'aurait de civilisé que ces dehors formalistes ou bourgeois pour tout dire. En réalité, même Engels ne le dirait pas ainsi, parce que pour lui, les signes, encore eux, de l'aliénation ou de l'exploitation, selon qu'on choisit un vocable marxiste d'après ou d'avant les manuscrits de 44, est finalement sans date. Elle s'enracine dans une espèce de déviance originelle, à partir d'une fiction de droit naturel ou d'état de nature perverti. C'est un modèle purement mythologique, de scène primitive dévoyée, modèle biblique si l'on veut. Mais disons tout de même que selon ce modèle historico-anthropologique, le mal n'en finit pas de croître. On ne sait ni quand ni s'il a commencé un beau jour, mais on sait en tout cas qu'il empire tous les jours et que ça va mal se terminer, et y compris pour le capitalisme lui-même, ainsi que pour son petit lieutenant de bonne mine qu'on appelle le management. Je ne dis pas qu'il n'y ait rien à retenir dans ce type d'analyse. Je suis le premier à penser que le 13 degré siècle français par exemple, que la doctrine de la Troisième République avait à dessein dépeint comme le piteux Moyen-Âge, celui de l'obscurantisme, du despotisme, de la barbarie, déjà, était en fait un siècle assez lumineux, dans lequel il me semble que la distorsion sociale et symbolique entre un serf et son seigneur était moins marquée que par exemple, celle d'aujourd'hui, entre d'une part un chômeur de longue durée en fin de droit et désocialisé, et d'autre part un nabab de la city. Mais cependant, il existe aussi de nos jours, en France notamment, ne serait-ce que dans le droit social et dans la pratique ordinaire des entreprises, de très nombreux cas d'organisation plutôt vertueuse du travail, dans lesquels les managers, justement, ont parfaitement intégré que le bien-être au travail est gage de réussite individuelle et collective, que privilégier des fournisseurs socialement et environnementalement fiables est une façon plus certaine de maintenir durablement sa maison que de se tourner vers des flibustiers, que la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, sur laquelle travaille notamment Emmanuel Picavet à Paris 1, n'est pas qu'une lune évanescente mais bien un point d'appui pour le développement harmonieux d'une entreprise dans son écosystème business cité. Le management, était-ce donc mieux avant ? Autant d'exemples l'attestent et autant montrent le contraire. En un mot, il y a eu des systèmes anciens d'organisation du travail ou d'organisation sociale qui furent des monstruosités au regard d'une définition idéale du management. Cet Ithaque abandonné aux prétendants en l'absence d'Ulysse, c'est-à-dire la goinfrerie, la cupidité, ce que Platon appelait déjà en son temps la pléoxénia, l'insatiabilité, et il y en eut aussi peut-être, d'excellents. On a tendance à réhabiliter en ce moment par exemple, l'organisation du travail d'édification des pyramides d'Égypte. En tout cas, il est certain qu'il en existe aujourd'hui même à la fois d'exécrables, l'extraction de pierres précieuses au profit de grands groupes effectuée par des enfants dans des boyaux de mines en Afrique de l'Ouest,
la confection de vêtements dans des usines de textiles asiatiques où des esclaves s'exténuent à produire des objets dont la vente, ici même dans nos pays, profite là encore à des groupes dominateurs et sans scrupules, etc. D'une part, et d'autre part à contrario des sociétés dans lesquelles ce qu'on appelle les parties prenantes sont prises effectivement en compte. Donc, exit la naïve détermination chronologique d'un management qui dériverait de son meilleur hypothétique vers son pire historique, de la civilisation à la barbarie, en quelque sorte. La dérive, si elle a bien lieu, existe toujours déjà, ces occurrences sont donc toujours possibles, le tournant barbare comme le tournant civilisationnel ne sont donc pas des circonstances du management, ni même des accidents, au sens d'Aristote, mais sa substance, et c'est à ce niveau générique, radical, que je veux maintenant situer ma réflexion. Quelle est-elle ? S'il est si agréable et profitable à tous que la maison soit prospère et durable, alors comment se fait-il que les choses ne tournent pas systématiquement ainsi ? C'est une question certes classique mais néanmoins obsédante, sans doute même est-ce la raison pour laquelle elle est devenue une question classique. C'est une question plus vaste d'ailleurs. Video meliora provoque deteriora sequor, je conçois le bien, mais je suis attiré par le mal, mais je fais le mal, qui sont les paroles Covid met dans la bouche de Médée. Qu'est-ce qui fait que les hommes puissent à chaque instant, comme si c'était leur possibilité la plus propre, pour reprendre une tournure heideggerienne, dévisser dans une pratique mauvaise, dont ils savent qu'elle l'est, et que même elle l'est pour eux-mêmes à plus ou moins brève échéance ? Ça c'est la question des questions. Et elle n'est jamais réglée. Dans la philosophie antique par exemple, et jusqu'à Kant en gros, qui marque une césure dans le continuum de la philosophie morale d'avant lui, si je fais le mal c'est par ignorance. Et si les Grecs construisent cette idée du mal par ignorance, c'est sans doute parce que le concevoir comme conscient de soi comme tel leur est insupportable, comme leur est impensable la positivité du néant. Et comme la positivité du mal et celle de néant resteront impensables pour toute la philosophie classique, je pense à Christian Wolff par exemple. Ainsi je ne peux pas, si je suis un Grec, mais non plus du point de vue de Descartes ou Spinoza ou Leibniz, faire le mal sciemment, consciemment. Si je le fais, c'est à la suite d'une erreur de jugement. Il faut attendre le 18e siècle, ou alors avoir bien lu les pères de l'Église, pour comprendre que je peux faire le mal par goût, par penchant, alors même que la raison et ou que mes principes moraux les plus authentiques pourtant s'y opposent. Dans le cas du management, ce qui va donc m'intéresser, c'est le moment toujours possible, le point de bascule, le tournant disais-je, où celui qui est ou serait en situation de manager va renverser l'échiquier, va détruire l'agencement vertueux, le rapport de civilisation dont pourtant il procède lui-même apparemment pour instaurer ou instiller un nouveau rapport, nocif pour tous les autres rapports, et aussi pour lui-même à terme. Je crois que c'est ainsi, et pour tout dire uniquement ainsi qu'on peut pointer une définition valable du management. En effet, produire une définition ça n'est pas possible finalement si on se place comme au centre du champ de force d'une notion et qu'on regarde d'assez loin les frontières de ce champ, là où commencent les turbulences éventuelles, les crises, les césures, les effondrements. Ce serait comme produire la définition de l'État, du point de vue même de sa pétition institutionnelle, du point de vue de sa pleine officialité. On n'arrive jamais à rien produire de philosophiquement valable en pratiquant ainsi. Non, une définition se repère, se remarque, s'exhibe, là où elle a lieu comme définition justement sur les limites, sur les frontières, c'est-à-dire quand quelque chose menace de devenir autre chose, quand cette chose est là où cette chose libère la possibilité de son propre alien, de son propre monstre. C'est bien là qu'une chose peut être atteinte dans sa définition même. Sinon on dirait du nazisme, c'est l'engouement populaire, c'est la fin du chômage, c'est la voiture du peuple. Et on aurait dit quoi du nazisme en tant que tel, si on ne se portait pas plutôt sur sa limite, là où surgit son monstre, qui est aussi, en propre, sa définition, c'est-à-dire le génocide des Juifs et des Tziganes, le massacre des malades mentaux et des homosexuels, l'asservissement des peuples, le dogme raciste ? Vous pouvez aussi essayer de faire une définition du stalinisme en passant par ses propres devises et principes proclamés. Si vous ne dites pas le goulag, les famines organisées et le délire paranoïde conduisant aux oppressions et répressions majeures, vous n'aurez rien dit du stalinisme. La bonne question est donc, quelle est la définition du management par son propre monstre ? Ce que je pense au fond, c'est que la définition du management, ange ou bête, n'est pas possible en vérité, si l'on ne fait pas l'effort d'entrer maintenant dans la tête et même dans le cœur d'un manager, du manager lui-même,
et de repérer non pas tant quand et où sort le monstre du management, mais celui du manager. Je conduis en effet une réflexion très dépendante de la phénoménologie de la vie, telle qu'élaborée par Michel Henry, et selon laquelle il est bien improbable de produire une définition pratique de quelque chose comme une notion, qui en elle-même n'a rien de praxique. J'entends par praxique, vivant et en œuvre dans et par la vie, le travail est une praxis par exemple. Le management en tant que tel, se conçoit, s'applique, se critique, s'améliore ou se détériore, mais en lui-même il n'agit pas. En lui-même il est apraxique. C'est une notion. De même qu'on n'a jamais vu une classe sociale travailler, c'est un exemple que Henry prend dans son Marx, ni la plomberie réparer un robinet, mais que c'est chaque fois un homme, chaque fois un vivant qui travaille et peut seul travailler. De même un train n'entre jamais en gare, car un train n'entre nulle part, entrer quelque part et où que ce soit est une praxis, non plus qu'une table ne touche un mur ou une assiette une table, car toucher est une praxis. C'est par métaphore, par catachrèse en l'occurrence, qu'on prête aux objets un pouvoir d'affecter ou d'être affectés, qu'ils ne sauraient absolument pas détenir ni exercer puisque justement ils ne sont pas en vie. Être en vie, c'est quoi pour le dire vite, vu que ce n'est pas directement notre sujet ? C'est pouvoir éprouver, et c'est aussi et autant ne pas pouvoir ne pas éprouver. Michel Henry montre que ce qui éprouve et ce qui est éprouvé par les vivants dans leur chair c'est d'abord la vie elle-même. La chair est véritablement l'instant ou l'instance de l'éprouvé chez Henry, et ce n'est pas du tout le corps. Donc ce qui va m'intéresser, pour essayer de percer à jour ce à quoi ressortit ultimement le management, c'est d'examiner le processus phénoménologique de son apparaître, de sa manifestation, au type de vivant qu'il concerne au premier chef, les managers. Qu'est-ce donc alors qu'un manager ? En phénoménologie de la vie, nous formulerions ainsi cette question. De quoi un vivant s'affecte-t-il ultimement, qui se réalise socialement dans un rapport, dans une manière d'être, dans un mode, si vous voulez, qu'on appelle le management ? Je reprends Spinoza, avec les modes, sous-entendu les modes de la substance unique, et aussi Deleuze avec les manières d'être, parce que je n'oublie pas qu'Henry a fait sa thèse mineure sur Spinoza, et que même s'il n'en a quasiment plus jamais rien dit ensuite, il est tout de même de loin en loin resté orienté aussi par Spinoza. Ils ont en outre, ainsi qu'avec Deleuze, l'immanence en commun, ce qui maintient entre eux des liens profonds, bien qu'inavoués. Il me semble qu'un manager, en tant que c'est un vivant, ne s'affranchit pas plus que n'importe quel autre vivant des réquisitions insurmontables de la vie elle-même. Quelles sont-elles ? S'éprouver toujours elle-même davantage dans et par l'épreuve de soi. Ça signifie que ce que font les vivants toute leur vie, à chaque instant, c'est s'efforcer à s'éprouver comme vivants, c'est-à-dire à susciter sans cesse ce sentiment absolument premier et condition transcendantale de tous les autres sentiments qu'on peut éprouver, à savoir celui de se sentir en vie. Aucun sentiment ne peut être éprouvé par quelqu'un qui par hypothèse ne serait pas un vivant. Or la vie elle-même n'est rien d'autre que le sentiment qu'elle a d'elle-même en chaque vivant, en chaque instant charnel de chaque vivant. Si j'ai peur, si j'ai soif, si j'ai faim, si comme toute chair éprouvée éprouvant je suis sans cesse dans le manque et donc dans le besoin, et que ce manque et ce besoin m'affectent sans cesse de sentiments de joie ou de souffrance, selon qu'ils sont satisfaits ou non, je n'éprouve ces deux sentiments cardinaux de joie et ou de souffrance, et secondairement tous les autres sentiments possibles, que parce que d'abord la vie incarne dans la chair que je suis, dans cet apparaître à moi-même, primordial, qui se joue dans un avant phénoménologique absolu, acosmique, d'avant le monde, radicalement invisible, d'avant mes relations intentionnelles décrites dans la phénoménologie de Husserl par exemple. Or cet avant du monde, où je m'éprouve moi-même comme vivant dans le mouvement même de la vie se donnant à elle-même dans la chair qui me devient, et dès lors dans ma chair, est vraiment le fond, le fundamentum inconcussum de Descartes, le socle d'apodicticité de toute philosophie possible. L'attestation du réel est que ce que j'éprouve est absolument indubitable. Je prends un exemple parce que je me rends compte que nous avons franchi peut-être un peu rapidement quelques degrés. Si je rêve que je tombe, c'est un exemple que prend Henry, directement puisé à la source encore dans Descartes et en tout cas à sa manière dans le traité des passions de l'âme. Dans le monde, c'est-à-dire dans le règne des corps, je ne tombe pas, et je ne me casse rien, mais dans la vie, c'est-à-dire dans le sentiment que j'en ai, dans le vécu proprement dit, dans la pure praxis vivante, éprouvé de ma chute est absolument certain. Autre exemple, quand Descartes dit « je pense, donc je suis 29 cogito ergo sum », il va présenter lui-même la cogitatio comme un sentiment.
Penser, c'est toujours avoir le sentiment de penser, ad certe videor videre. Il s'en explique entre autres dans une lettre à Plempius, et puis vous pouvez le vérifier vous-même, en essayant de penser par exemple sans en avoir le sentiment. Impossible bien sûr. Donc le sentiment, c'est la vie même, c'est le fond de tout, c'est le gisement même de tout monde possible et aussi de tout moi concevable. Or, selon qu'on exerce tel ou tel métier, dans le monde, selon la configuration à quoi nous ont déterminé nos propres nécessités intérieures et extérieures, pourrait dire Spinoza, nous avons tous, comme vocation absolument impérieuse, absolument vitale, de nous éprouver toujours de nouveau, et même toujours nouveau dans la vie. En réalité, c'est la vie elle-même qui veut vivre, dit Henri, c'est-à-dire faire sans cesse l'épreuve de soi. Mais la vie, c'est quoi ? Rien d'autre que la mienne, rien d'autre que mon ipséité vivante. La vie, chez Henri, n'est pas une entité nébuleuse ou stratosphérique. Il n'y a pas de transcendance dans la phénoménologie henrienne. La vie y est, mienne, absolue, c'est-à-dire qu'elle ne dépend ni ne découle de rien d'autre que d'elle-même. De ce point de vue, un manager est logé, si j'ose dire, à la même enseigne que n'importe quel autre vivant. Il est une certaine manière d'être, une certaine manière de l'être, un certain mode, un certain rapport. J'ajouterai une certaine personne, un soi, ce que ne dirait pas Spinoza ni Deleuze. Et c'est quoi, la spécificité du manager ? Et secondairement, comment s'ordonne-t-elle en fonction des polarités de la civilisation et de la barbarie ? Un manager, on l'a dit en reprenant l'exemple de Machiavel, est quelqu'un dont la vocation est d'agencer la maison dont il a la responsabilité de façon à la maintenir durablement. Et pour la maintenir, il faut sans doute et sans cesse en remettre en question les coordonnées, les rejouer, parce que le monde change, et qu'un petit ensemble immobile dans un grand ensemble mobile n'a aucune chance d'être maintenu durablement. La vision de Machiavel est celle, pessimiste au fond, d'un monde dont la condition est une sorte d'écroulement permanent. Le monde est fugace, instable, marqué génériquement de finitude et promis à la ruine. Tout ce que nous pouvons faire est de ménager, justement, là où on est en responsabilité de le faire, disons une stance, pour le temps de toute façon court où nos efforts de maintien et d'ajustement auront permis une sorte d'illusion de permanence et d'équilibre, mais une illusion qui aura tout de même fait qu'un peu de paix et de bien-être aura profité à quelques hommes. C'est un projet modeste. C'est fondamentalement celui du manager classique ou de l'âge classique. Mais encore une fois, où et quand le monstre surgit-il ou menace-t-il de surgir ? Reprendrons-nous Schopenhauer, selon qui le problème consiste en ce que mon pouvoir est limité, mais en ce que ma volonté, elle, est illimitée. On pourrait penser que le tournant, ce qui occasionne que le manager dévisse dans la démesure, dans l'excès, qu'il produise en quelque sorte sa définition même au moment et à l'endroit où il libère son propre monstre, et que peut-être il ne suffise pas non plus à un manager qu'à n'importe qui d'obtenir des satisfactions modestes et provisoires. On peut même penser bien sûr, et c'est mon cas, que la philosophie avolontariste de Schopenhauer est certes une sagesse du renoncement, mais surtout une philosophie d'amputation, une grimace morale qui n'est en aucun cas le reflet de ce que la vie est et veut elle-même. La vie, on l'a vu chez Henri, est au contraire éternellement, c'est-à-dire en tous ses instants dans le désir de soi, de s'accroître de soi, c'est-à-dire non pas d'accumuler, ce qui n'aurait aucun sens phénoménologique, mais de recommencer dans et par l'épreuve de soi, car la vie justement n'est qu'épreuve de soi par soi. Donc le congélateur schopenhauerien ou la taxidermie schopenhauerienne sont sans doute géniaux, mais parlent d'autre chose que de la vie et donc à d'autres, s'il en est, qu'à des vivants. La vie, ça dépasse. Les Grecs, avant Schopenhauer, ce dépassement les embêtait beaucoup aussi. C'est le dépassement de la démesure, de l'hubris, de ce qui dans la vie ne s'en laisse jamais compter, écrit COMPTR, ou assigner. Alors le manager, s'il veut aller plus loin, c'est d'abord comme vivant voulant vivre. On pourrait penser que ce débord, que ce dépassement, que cette transgression du cercle est en réalité ce qui arrache, ou donne l'illusion d'arracher la vie à l'ennui. De là, on pourrait penser que ce dépassement revient à un divertissement au sens pascalien, et que c'est ce tourbillonnement déraisonnable qui conduit à un risque de défiguration du manager classique, qui va glisser peu à peu ou d'ailleurs très rapidement, dans la jubilation de l'autoritarisme et ou de l'insatiabilité, qui va faire que de bons fils de famille du royaume d'Ithaque vont se muer en prétendants, corrupteurs, en goinfres dès qu'Ulysse aura le dos tourné.
Or je ne pense pas qu'il en aille ainsi. En un sens henrienne, je dirais plutôt qu'un manager, comme un vivant en général, devient son propre monstre lorsque les conditions extérieures, les circonstances mondaines de sa vie, ne lui permettent plus de se rejoindre à soi, de s'éprouver soi-même comme vivant. C'est très différent. Mais pour que les conditions extérieures vous modifient, il faut d'abord, et c'est le point crucial, que notre rapport intime et invisible à nous-mêmes ne s'effectue plus correctement. Être vivant, ça ne signifie pas faire les 400 coups, brûler la chandelle par les deux bouts, travailler 16 heures par jour et amasser ou faire amasser des fortunes. Un vivant peut très bien être complètement, autant qu'il se peut en tout cas, rejoint à lui-même en se promenant dans une forêt ou en se recueillant dans une église. À vrai dire, le problème d'une possibilité pour un manager de faire sa définition en sortant de celle-ci ou en se tenant sur sa brèche, selon le modèle que j'ai indiqué tout à l'heure, serait plutôt d'être en situation de ne plus pouvoir se rejoindre à soi comme vivant. Qu'est-ce à dire ? Il nous faut faire ou refaire un peu de phénoménologie pour bien comprendre ce point, qui sera d'ailleurs le dernier. La phénoménologie intentionnaliste, celle de Husserl, a eu le grand mérite fondateur de se penser comme une réflexion non pas sur les étangs, c'est-à-dire sur ce que Kant avait appelé les phénomènes, mais sur la phénoménalité elle-même, c'est-à-dire la structure de l'apparaître des phénomènes ou de l'apparaître des étangs. Je dis bien apparaître, et non apparence, l'idée n'étant bien sûr pas de reconduire l'opposition triviale entre l'être et le paraître. Non, ce qui vaut en phénoménologie, comme vous le savez bien sûr, est bien de dévoiler, sachant qu'il ne va pas de soi, contrairement à ce qu'ont prétendu les empiristes, que les choses qui ne sont pas moi soient néanmoins et sans autre forme de procès accessibles pour moi, pour ma conscience, pour ma connaissance, voire pour mon usage. Ce qui compte est donc de dévoiler le mode de la congruence entre ma conscience et ce qui lui est extérieur. Qu'est-ce qu'apparaître ? Est exactement le titre d'un article que j'ai fait paraître il y a quelques semaines dans la revue des cahiers jungiens de psychanalyse, et vous pourrez toujours vous y reporter pour aller au fond des choses, ou alors bien sûr a fortiori, mais c'est plus long, vous pouvez lire au moins les premiers chapitres de la thèse de Michel Henry, L'essence de la manifestation. Il s'agit bien de cela en effet. Qu'est-ce que la manifestation ? Qu'est-ce que la phénoménalité ? Pour Husserl, suivant le modèle méthodique cartésien, il s'agit de réduire le monde à sa ou ses seules déterminations originaires. Le projet est aussi celui de Henry, qui observera vite que Husserl ne tient pas la promesse de son propre pari philosophique et que finalement il s'en remettra au monde, au quelque chose dont la conscience est conscience, pour exhiber ce qu'il aura pris à tort pour la structure de la phénoménalité, alors qu'il n'aura jamais que produit une nouvelle science ontique. Heidegger va régler le problème à sa manière, en critiquant chez Husserl, d'assez proche cousinage cartésien assumé, le maintien d'un sujet, lequel est comme posé face au monde, et dans une différence générique à lui, finalement irréductible tant qu'on n'a pas évacué la notion même d'un sujet, en lui préférant le Dasein, c'est-à-dire cet étant particulier pour qui il en va de l'être, ou pour qui il retourne de l'être, et dont le Da indique qu'il est toujours déjà inclus dans un monde, in der Welt sein, Q'. Il a toujours déjà part au monde, de même que le monde est toujours déjà sien. Pour Henry, ce sont deux positions fautives, celle de Husserl car elle ne tient pas ses promesses phénoménologiques pourtant excellentes, celle de Heidegger parce qu'en gros elle règle le problème de cette promesse husserlienne non tenue en décrétant que le problème n'existe pas, en ce sens que les termes en sont mal posés, ou plutôt même qu'un de ces termes, le sujet, n'a pas ou plus de sens. Pour Henry, cette dernière idée est ridicule. On l'a vu, chez lui, l'attestation ultime de tout réel possible est du ressort d'un jeu charnel éprouvant-éprouvé. De ce point de vue, Husserl n'aurait aucun moyen de penser la définition d'un manager du point de vue de sa limite. Ce n'est d'ailleurs absolument pas une question chez Husserl, et quant à Heidegger, et c'est beaucoup plus préoccupant, il se refuse aussi les moyens de penser que la production d'un monstre, si ce n'est de management, du moins de commandement, de pouvoir, d'organisateur voire de conducteur, résulte d'abord d'une crise majeure de la subjectivité. Et pour cause, Heidegger croit avoir enterré Descartes, et la subjectivité avec. Or pour Henry, la subjectivité, et même la subjectivité absolue, c'est-à-dire première et inconditionnée la mienne, la vôtre, voilà ce qui est en jeu, et ce qui entre en crise, ce qui produit son monstre et donc sa définition, lorsqu'elle se porte à ses propres limites et qu'elle les franchit. J'ai dit que c'était lorsqu'un vivant, le manager dans notre exemple,
n'est plus en capacité de se rejoindre lui-même dans l'effusion vivante que la vie veut en chaque vivant. Mais que signifie ce jargon ? Que nos managers, c'est sans doute vrai dans la banque, mais je pense que c'est à peu près vrai dans tous les secteurs, sont désormais déterminés comme tels, par une idéologie à laquelle Henry consacre justement son livre La barbarie, et qui est la suivante. En conséquence de ce qu'il appelle le monisme ontologique, c'est-à-dire qu'en gros depuis Galilée, la réalité ne puisse être admise qu'en tant qu'elle serait rendue visible dans une structure dite extético-horizontale, c'est-à-dire mondaine, extérieure. La structure du Vorstellung, de l'objectivité, nous interdit de concevoir et même de prendre part en tout cas dans nos offices mondains à ce qui relève non pas du monde mais de la vie. C'est ici le point capital. Si la réalité n'est que le visible, visible avec les yeux du corps ou avec ceux de l'esprit reviennent au même pour Henry en toute rigueur d'ailleurs, car vidéo en latin ne fait que reprendre et souligner le grec eidos, la forme intellectuelle, l'idée, même mot, même tournure, même manière d'être, même rapport, même mode. Et si la réalité n'est que le visible, alors je considérerais finalement que ce qui est invisible n'est pas réel, et donc n'existe pas. Or le jeu qui dit ou sent j'ai faim ou j'ai soif, ce jeu de l'éprouvé charnel d'un sentiment est originairement celui de vivre, c'est-à-dire de soi, vous pouvez toujours essayer de l'apercevoir dans le monde, y compris dans votre miroir, vous ne l'y verrez jamais. Vous en verrez peut-être une représentation, une image, mais de même que ce n'est pas mon œil qui voit, mais moi ce n'est pas mon estomac, ce n'est pas mon corps qui a faim mais moi. Et ce moi, ce jeu de l'éprouvé éprouvant plutôt, il est complètement présence qui m'instaure moi-même comme vivant et donc complètement hors de toute représentation. Ce jeu, qui lui est à la fois absolument et radicalement certain, indubitable et réel, est tout autant radicalement et insurmontablement invisible. Mais cela, qui le sait encore aujourd'hui ? Dans ce siècle où toute réalité concevable ne le serait qu'en tant qu'elle peut être exhibée dans la lumière d'un monde, le problème concret que cela pose consiste en ce que toute la nomenclature des caractérisations paramétriques, extérieures, mondaines, objectives de l'organisation d'unités de production, par exemple, non content de les tenir pour la seule réalité possible, c'est-à-dire visible, calculable, efficiente, nous lui imprimons ou la laissons imprimer un mouvement véritablement totalitaire selon lequel elle va usurper les titres de la vie elle-même, c'est-à-dire pénétrer les airs du secret, de L', invisible, du cœur selon Pascal, de la chair selon Henry. Or évidemment ça lui est impossible, puisque c'est absolument radicalement que l'invisible l'est et que le visible est visible. Différence phénoménologique cardinale entre le monde et la vie, mais il n'empêche que les vivants finissent par se convaincre, oublieux de la vie et de ses exigences propres, que ce que veut la vie, finalement, ce serait percevoir les tributs que lui verse le monde et s'en satisfaire. Et c'est alors que se produit la brèche, L', effondrement dans et de la civilisation, et ou dans telle ou telle personne en cas de burn-out, c'est-à-dire d'être non plus un manager appartenant à une civilisation, mais un manager ayant dévissé dans la barbarie, c'est-à-dire qui s'en sera remis à la codification paramétrique de l'organisation de la production. Un manager appartenant à la civilisation est un homme qui maintient durablement la maison dont il a la charge. Il consent pour cela des efforts mesurés avec une application sincère et il en tire les fruits qu'on peut attendre du monde. Un salaire confortable, l'estime de ses collaborateurs, la considération de la société en général, la satisfaction d'avoir conduit ces mêmes collaborateurs à exprimer le mieux possible leur propre potentiel professionnel, etc. Ce manager n'attend donc du monde que ce qu'on peut et doit en attendre. Un manager surmonté, surmené, surdéterminé par l'oubli de la vie, lui, va au contraire exiger du monde de se faire payer un tribut qui serait à la hauteur et qui aurait la saveur des bienfaits que seule la vie elle-même peut donner aux vivants, c'est-à-dire ni plus ni moins que le sentiment plein et joyeux d'être vivant, d'être gracieusement vivant. Il va donc, à l'image de l'entreprise et ou de la société tout entière, la nôtre en grande partie, vouloir éprouver le monde comme s'il était la vie. Et de là, avec sa soif inextinguible de vivant, qu'il est toujours et insurmontablement et inconsolablement faudrait-il dire, et même nostalgiquement selon moi, devenir ce cupide, cet insatiable, ce démesuré, cet ogre qui finalement se dévore lui-même. Donc, vous voyez, de la civilisation à la barbarie, ce n'est pas non plus pour un manager que pour quiconque, à autre chose qu'à l'oubli de la vie par les vivants qu'il faut faire remonter la production de notre propre alien. Je vais vous laisser cela étant dit,
sur une note optimiste. Imaginez quelle serait de manière très concrète la puissance de feu, et même l'invincibilité concurrentielle d'une entreprise ou plus largement d'une société, dont les managers seraient du second type décrit, et qui donc organiserait un management favorisant une praxis en vertu de laquelle les collaborateurs ainsi que les managers eux-mêmes seraient toujours en position de pouvoir se rejoindre toujours davantage eux-mêmes comme vivants. Ces entreprises-là seraient des championnes du monde indiscutables. Mais cela fera l'objet de développements plus opérationnels, que je destine directement à des managers, peut-être un peu frottés de philosophie, mais dont vous comprenez bien, vous philosophes et ou spécialistes des sciences de gestion, qu'elle est complètement fondée sur une réflexion phénoménologique radicale, celle du management comme épreuve charnelle, par laquelle il s'agit de atteindre et se rejoindre soi-même toujours davantage, toujours renouvelé, toujours naissant à la vie et par elle, dans le sentiment transcendantal que nous avons de la vie, sentiment qui n'est autre que l'apparaître même de la vie et donc la vie elle-même. Le manager, un personnage barbare ? 3. Le manager moderne, entre sophiste et barbare. Thibaut Brière, délégué à la philosophie de l'organisation, groupe Hervé. Que ce soit pour convaincre, expliquer ou faire du reporting, le manager apparaît à bien des égards comme un professionnel du logo. D'abord en ce sens qu'il doit maîtriser plusieurs langages. Les chiffres, les lettres, l'informatique, mais aussi le langage administratif, le jargon professionnel, sans oublier quelques langues étrangères si possible. Ensuite en ceci qu'il reçoit de sa hiérarchie un logo, qu'il a pour mission de servir en communiquant le sens au nombre de ceux qui lui sont confiés. C'est enfin par le logo, par un ordonnancement rationnel des choses, qu'il est censé accomplir sa mission managériale, laquelle est d'abord d'aménager un environnement de travail apte à ménager les intérêts discordants des différentes parties prenantes, salariés, actionnaires, clients, fournisseurs, société civile. Pour remplir cette mission de ménagement, une dose de manipulation des unes et des autres parties prenantes, assise sur une solide maîtrise du discours, peut lui être utile, en particulier pour mener les salariés vers le souverain bien de la satisfaction client. Tout politique sait combien il faut parfois emprunter des lignes courbes, tirer des bords pour avancer droit, se servir des désirs qui animent les hommes à un moment donné pour les emmener au-delà. C'est dire s'il doit savoir manœuvrer, en faisant preuve d'intelligence rusée. Si le manager peut donc utiliser les ressorts rhétoriques de la sophistique les plus conformes à la cohérence et à l'esprit de conséquence du logo, reste que, dans les circonstances objectivement troubles où il se trouve parfois, il peut être tenté d'utiliser des moyens, y compris affectifs, donc infrarationnels, contraires aux fins qu'il poursuit, où s'inscrit en germe la barbarie. Entre sophiste et barbare, le manager exerce une fonction dans l'organisation, dans laquelle il peut se voir poussé à déployer des trésors d'habileté manipulatoire pour atteindre des objectifs fixés par sa hiérarchie, et indépendamment de toute considération quant à ce qu'il en est du bien, du vrai ou du juste en soi. De fait, c'est au manager qu'il revient de prendre toute décision relative à la gestion de son entité et de déterminer la conduite qu'il choisit pour son équipe. A contrario, le manager moderne, au sens où nous l'entendrons ici, sera celui qui pratique un management participatif, sinon concertatif, par opposition aux anciennes façons de faire où il se trouvait davantage seul élaborateur de la décision. Jean-Pierre Le Goff parle à cet égard de management moderniste, Le Goff, 1999. Ce manager moderne n'apparaîtra en réalité que comme le praticien de la forme la plus moderne du management, puisque le management lui-même est moderne dans son essence, une expression de la modernité qui, à la suite des Lumières, s'est conçue comme une entreprise de rationalisation. Mais de même que le projet des Lumières a montré au XXe siècle qu'il pouvait nourrir des formes radicales de barbarie, nous verrons combien le management, lui aussi, peut générer une barbarie, à mesure même où il se prétend civilisé. Barbarie entendue non pas comme ce qui vient avant la raison, sans quoi la barbarie se confondrait avec la sauvagerie, mais après elle, en elle et par elle. C'est en réponse à cette possible barbarie du management traditionnel, faisant de la froide rationalisation l'alpha et l'oméga de tout progrès entrepreneurial, que le début du XXIe siècle a vu se développer ce que j'appellerais un management moderne, sinon avant-gardiste, dont l'exigence de rationalisation va jusqu'à comprendre, intégrer et dépasser la part d'irrationnel rejet que produit, chez un grand nombre de salariés,
la subordination à une stricte rationalité gestionnaire. Le management concertatif, puisqu'il s'agit de lui, nous apparaîtra alors comme la forme la plus évoluée du management, la plus civilisée si l'on veut, en même temps que la plus potentiellement barbare, en raison des qualités mêmes de sophiste qu'il requiert de la part du manager. On peut en effet considérer le sophiste comme la variété barbare du philosophe. Il n'use pas de la raison de manière sauvage, mal dégrossie et spontanée, il en a au contraire une parfaite maîtrise. Comme il l'huissier, le sophiste ne se dévoilera pas immédiatement à nous, sa figure n'émergera qu'au terme d'un long détour. L'instrumentalisation de la raison par les managers nous montrera ceux-ci d'abord comme d'authentiques civilisateurs, puis comme des barbares parfaitement civilisés, enfin seulement comme des sophistes. 1. La vocation civilisatrice du management. Si l'on entend par management l'art de ménager les personnes et les choses, le management semble avoir d'emblée une fonction civilisatrice, éducatrice. Prendre soin des personnes pour les faire grandir par un aménagement adéquat des conditions de vie ou de travail. Et s'il y a lieu de ménager les personnes, c'est aussi parce que les relations qu'elles peuvent avoir entre elles sont susceptibles de leur nuire, sans management de l'espace commun, des conditions dans lesquelles se rencontrent les membres d'un corps social, l'état de nature prévaudrait. Le manager, détenteur du monopole de la violence légitime, Weber, dans son périmètre de responsabilité, est là pour faire respecter des règles évitant que ne prévale au sein de son équipe la loi du plus fort. Ainsi compris, le management reçoit d'emblée une signification politique, raison pour laquelle son champ d'application peut tout aussi bien être la famille, l'entreprise ou la société dans son ensemble. Sa fonction est de rendre les comportements civils, d'instaurer les conditions de la socialité, par une organisation et une pacification des relations sociales, résolution de conflits, tel que chacun ne soit plus un loup pour les autres. Civilisateur, le management semble donc l'être dans sa vocation même, qui est d'aménager en cité civitas l'espace de vie commun, que ce soit la famille, l'entreprise ou la société. Il y faudra un travail éducatif de polissage des comportements individuels, raison pour laquelle les managers de nos entreprises estiment de leur responsabilité de faire grandir leurs collaborateurs en savoir-être, c'est-à-dire en qualité comportementale et relationnelle. Autrement dit, le management sert à améliorer la qualité des relations interindividuelles, de telle sorte qu'elles servent au mieux les objectifs de l'organisation. S'agissant du management en entreprise, sa fonction est non seulement de permettre la vie en société grâce au polissage du comportement de chacun, mais de favoriser l'émergence d'un type de relation sociale suffisamment dynamique pour permettre à l'entreprise d'atteindre au moins la rentabilité. On attend du management qu'il ne s'en tienne pas à créer les conditions de la socialité, à rendre les comportements plus civils, plus pacifiés, mais encore qu'il suscite une émulation collective, amenant l'individu à se transcender grâce aux autres, comme il en va dans une équipe sportive. La manière propre au management de ménager les personnes est de les amener à se dépasser. Lorsque je dis que le management opère un travail de civilisation par civilisation, j'entends non un état mais un processus. Nul à cet égard ne peut se dire civilisé, plutôt qu'en cours de civilisation. Benveniste a montré ce que, dans sa forme même, le mot civilisation, dont le suffixe en nation marque une dynamique, apporte de nouveau par rapport à civilité, qui marque un état et désigne le mode de vie, le caractère et les qualités de ceux qui vivent dans une cité. En ce sens, les entreprises elles-mêmes peuvent être considérées comme des lieux de civilisation, d'apprentissage de la vie en société, c'est-à-dire de socialisation. Toutefois, à la différence de ce qu'il peut en être dans la société, ces sociétés particulières que sont les entreprises ne considèrent pas le processus de civilisation comme une fin en soi, mais comme un moyen d'atteindre l'intérêt social de l'entreprise. Avoir un personnel un tant soit peu polissé facilite grandement les affaires, dans les relations internes comme dans les relations avec les clients. Pour civiliser, c'est-à-dire cultiver en son sein la socialité, l'entreprise ne manque pas de formation à ce qu'elle appelle le savoir-être. Appellation à bien des égards paradoxale, si l'on considère que ce qui est communément entendu par là, est en réalité un savoir-paraître, un savoir-faire d'ordre relationnel, relatif au savoir bien se comporter, c'est-à-dire in fine, un savoir-vivre ensemble.
Il y s'agit notamment d'apprendre à se contenir, à se tenir en société commerciale en l'occurrence. Face à la montée des incivilités, les entreprises travaillent à faire redécouvrir à leurs membres les vertus de la politesse, s'effacer, s'empêcher, ne plus se répandre dans une affirmation de soi dépourvue d'égard pour les autres. Notons, pour finir, que l'on observe plus généralement une tendance des entreprises à se civiliser en deux sens. D'abord en ce que, ad extra, elles tendent à s'inscrire davantage dans la vie de la cité, en particulier lorsque, de gré ou de force, elles augmentent significativement le nombre d'actions relevant de ce que l'on appelle aujourd'hui leur responsabilité sociétale, réduction de l'empreinte carbone, mécénat d'actions culturelles, création de fondations d'utilité publique. Ensuite en ce que, ad intra, elles prennent un nombre croissant d'initiatives visant à limiter les risques psychosociaux et à promouvoir le bien-être au travail. 2. La rationalisation, moyen de civilisation. Mais le management ne se limite pas à rendre les comportements plus civils et à susciter une émulation collective. Il a aussi un sens plus extensif, suivant lequel le manager, dans une entreprise, ne s'occupe généralement pas seulement des hommes et de leurs relations, recrutement, motivation, gestion des conflits, mais tout aussi bien de la gestion comptable et financière ainsi que de l'organisation du travail. C'est de ce management-là que nous allons désormais parler, pour montrer en quoi il consiste en une rationalisation des choses, rationalisation perçue à la suite des Lumières comme un processus de civilisation. De fait, pour nous autres réputés modernes, civiliser a essentiellement signifié rationaliser. Ce qui se traduisait, à l'égard des peuplades auxquels nous entendions apporter les supposés bienfaits de la civilisation, par le fait de tendre à substituer chez eux la raison à la magie, de leur apporter des techniques ingénieuses ou encore de favoriser l'avènement d'un mode de gouvernement faisant plus largement droit au débat d'idées. Le gain en rationalité était conçu comme le moyen du processus de civilisation, appelé progrès. Ce courant d'idées, fondé sur la conception originairement grecque d'une rationalité du réel, s'est traduit par une rationalisation du monde, Weber, faisant entrer dans l'ère des organisateurs, Burnham 1947, caractérisé par l'apparition de ce l'on désignait alors sous le nom de l'administration, avec le développement de son corollaire, une science administrative préfigurant le management. Il n'est d'ailleurs pas inintéressant de noter que le mot même de management se diffuse justement, en son sens moderne, dans le siècle suivant celui des Lumières, à la fin du XIXe, prétendant s'appliquer à tous les champs de l'existence humaine. Manager, dans cette perspective, signifie rationaliser, mesurer, organiser, planifier, optimiser, normer les choses comme les comportements au sein d'une organisation, en vue d'en améliorer l'efficience et formaliser cela au travers d'un logo particulier, le langage administratif, Romain Laufer. Par le biais du management, il s'agit d'étendre les lumières de la raison au champ de l'organisation économique, étant entendu que pour les Lumières, apporter la raison et faire œuvre de civilisation, faire reculer l'obscurantisme. Le but premier demeure la maximisation de l'efficacité de l'organisation, et la civilisation des comportements internes en est le moyen, grâce à une rationalisation des relations sociales censées les pacifier, élaboration de fiches de poste, de grilles de salaire, d'une nomenclature de sanctions, de procédures de résolution de conflits, etc. 2.1 de directif à participatif, la rationalisation du management. Sous l'effet de cette recherche de rationalisation inhérente au management, les pratiques dites aujourd'hui managériales ont eu tendance à s'adoucir, à instaurer des manières de faire rationalisant la prise de décision, c'est-à-dire réduisant la part d'arbitraire managérial. Le management ancien, traditionnel si l'on veut, reposait sur une personnalisation de la décision, confiant celle-ci tant à la raison qu'aux passions, et in fine aux préférences personnelles, d'un seul. Le management nouveau fait une part plus grande à l'intelligence collective, dont il est attendu un progrès en rationalité grâce à la prise en compte de davantage de paramètres et d'objections. Suivant cette perspective, le management continue non seulement de rationaliser mais de se rationaliser lui-même, en tendant cette fois-ci à corriger le biais cognitif inhérent à toute prise de décision individuelle par la mise en réseau de l'intelligence des collaborateurs et la confrontation de leurs points de vue. Ce gain attendu en rationalité
ce développement des échanges rationnels dans les équipes est censé d'une part réduire la violence en leur sein et d'autre part améliorer la prise de décision. 3. Barbarie dans le management traditionnel. Le projet des Lumières, la croyance en un progrès humain corrélé au progrès de la raison, nous en sommes aujourd'hui revenus. Lach 1991 et Bragg 2014. Les deux totalitarismes jumeaux du XXe siècle nous ont en particulier avertis que la volonté de rationalisation était un projet ambivalent, riche en promesses mais lourd de menaces, comportant une part d'illuminisme, de foi naïve en la raison. Nous savons désormais d'expérience que là où progresse la raison, du moins une certaine conception de la raison, la barbarie ne régresse pas nécessairement, mais peut croître avec la civilisation en elle. Qu'il peut y avoir des civilisations barbares, élaborant des dits sociétés, Généreux 2006, plutôt que des sociétés. Que ce n'est pas la barbarie ou la raison, mais possiblement la barbarie dans la raison, de la raison même. Il n'y aurait même de barbarie que de la raison, puisque sans raison il s'agirait de sauvagerie, Mattei 1999. Cette idée d'une dialectique autodestructrice des Lumières a reçu sa première expression dans l'œuvre célèbre de Max Horkheimer et Theodor Adorno qui porte ce titre, et que l'on peut comprendre comme la version historicisée de la dialectique transcendantale de Kant. On peut à tout le moins relever, dans la manière dont c'est concrètement appliqué à l'organisation du travail une rationalité purement instrumentale, via le management, plusieurs traits caractéristiques de la barbarie telle qu'elle s'est illustrée dans ses formes totalitaires du XXe siècle. En particulier une volonté de refaire l'homme, en le rééduquant, d'en améliorer l'espèce, en sélectionnant les meilleurs, et de l'utiliser comme un moyen de satisfaire les exigences d'idoles avides en vies humaines entièrement livrées. Hier, la classe ou la race, aujourd'hui l'entreprise, d'après Bragg, 2013. 3.1 Créer un homme nouveau, dépolitisé. On peut tout d'abord voir dans le management l'expression de cette volonté saint-simonienne, héritée des Lumières, de tendre à remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses, ou plutôt de régler le comportement des hommes comme on réglerait le fonctionnement de choses, Le Texier 2012, d'où résulte une organisation machinale du travail dans laquelle il n'est pas demandé aux agents de penser mais d'exécuter des tâches. Niant la nature politique des rapports entre dirigeants et subordonnés, ce qu'exprime la notion floue en français de manager, substituée à celle de chef, le management apparaît à bien des égards comme une instance de régulation sociale visant à traiter cet animal politique, qu'est l'homme comme s'il n'en était pas un, une instance visant donc à défaire le politique en l'homme pour le refaire en un animal simplement social, déterminé à ne vivre que dans un seul type de société, à la manière des fourmis ou des manchots. Ainsi compris, le management ne consisterait qu'en une rationalisation des rapports sociaux dont les implications disciplinaires n'auraient d'autre fin que de mettre à la raison les individus qui y contreviennent, à ceux 2007. 3.2 Instrumentaliser. L'indifférence demandée au manager quant à la nature des fins poursuivies, la confusion qui en découle entre les fins et les moyens, peut aisément les conduire à traiter les fins comme de simples moyens et à se servir des humains comme d'une variable d'ajustement dans l'amélioration des ratios de gestion. Dans La condition ouvrière 1951, Simone Weil relève que, dès son origine, la rationalisation a été essentiellement une méthode pour faire travailler plus, plutôt qu'une méthode pour travailler mieux. La société bourgeoise est atteinte d'une monomanie, la monomanie de la comptabilité. Pour elle, rien n'a de valeur que ce qui peut se chiffrer en francs et en centimes. Elle n'hésite jamais à sacrifier des vies humaines à des chiffres qui font bien sur le papier, chiffres de budget national ou de bilans industriels. Le management a ainsi, selon Weil, et quasiment depuis son origine moderne dans le taylorisme, dévoyé la rationalisation en la retournant contre l'homme. En réalité, écrivait-elle le 23 février 1937, Taylor ne recherchait pas une méthode de rationaliser le travail, mais un moyen de contrôle vis-à-vis des ouvriers. Par ses innovations managériales, il se vantait de résoudre tous les conflits sociaux et d'avoir créé l'harmonie sociale. Il y a eu des articles de Pouget, de Merem, comparant la rationalisation à un nouvel esclavage. 6 ans auparavant, en 1931, Aldous Huxley publiait Le meilleur des mondes, dans lequel il décrivait déjà la forme moderne de contrôle social, appuyée sur des prétentions scientifiques,
et que nous pouvons repérer dans le management à l'œuvre dans les entreprises actuelles, très majoritairement régies par un despotisme éclairé, Yvon Gattaz, en 2010 devant l'Académie des sciences morales et politiques. Revenant sur ce livre en 1958, Huxley écrit dans Retour au meilleur des mondes, « Dans les dictatures plus efficaces de demain, il y aura sans doute beaucoup moins de forces déployées. Les sujets des tyrans seront enrégimentés sans douleur par un corps d'ingénieurs sociaux hautement qualifiés. » Un défenseur enthousiaste de cette nouvelle science écrit « Le défi que relève de nos jours le sociologue est le même que celui des techniciens il y a un demi-siècle. Si la première moitié du XXe siècle a été l'ère des ingénieurs techniques, la seconde pourrait bien être celle des ingénieurs sociaux. Le manager est à bien des égards aujourd'hui un tel de professionnel de l'ingénierie sociale, chargé tout aussi bien de trouver la bonne alchimie dans la composition de ses équipes, par exemple en termes de diversité, que de résoudre les conflits et de susciter des dynamiques de groupe vertueuses. 3.3. Rééduquer. Comme le rappelle Rémi Brague dans Le règne de l'homme 2015, le projet d'une manipulation des hommes par les plus compétents d'entre eux apparaît sous la forme feutrée du social engineering, mot que Karl Popper utilise avec une intention péjorative pour désigner les tentatives behavioristes de John Brodus Watson, par exemple dans l'administration pénitentiaire américaine qui cherche moins à punir qu'à rééduquer. De fait, nombre de dirigeants d'entreprises, en particulier français, insistent aujourd'hui sur l'importance de rééduquer leurs salariés, après les années déformantes que ceux-ci auraient passées dans le système scolaire et qui leur auraient fait prendre de mauvais plis, notamment en termes de prise d'initiative et de travail en équipe. Aussi parle-t-on de plus en plus ouvertement, en entreprise, du manager-éducateur, responsabilisé quant au développement du savoir-être de ses collaborateurs, Blanchard et Herzey 1977. L'ambition n'est sans doute pas empruntée à la grande tradition des camps soviétiques et chinois de la rééducation par le travail, mais demeure l'intention de refaire l'homme, de forger un type humain nouveau, un salarié mieux adapté, plus performant, et cela en passant non plus comme dans les premiers temps du management, par une contrainte hiérarchique forte, mais conformément au projet moderne des Lumières, par une manière douce, si possible ludique, via une action sur elle apostrophe. Environnement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.